Économie Le Max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Programme aujourd'hui entre sécurité et équilibre budgétaire, faut-il choisir? Israël fait face au dilemme, économiser 2,5 milliards de dollars en 5 ans. Voilà ce que propose la commission Locker en coupant dans les dépenses militaires. Est-ce le moment, au vu de l'ampleur des menaces stratégiques, au vu aussi de la vigueur des comptes de l'État? L'économiste Simon Epstein nous accompagne. Et puis on parlera juste avant cela de la Fed avec Eric Lewin, la réserve fédérale américaine qui maintient ses taux au plus bas et qui maintient surtout le suspense quant au calendrier de leur futur relèvement. Wall Street en tout cas s'en accommode, on y revient dans un instant. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Mais avant cela, tour du monde de l'actu éco en images. Et en France d'abord, c'est fait, EDF va prendre le contrôle majoritaire de la branche réacteur d'Areva, le spécialiste du nucléaire. Un accord annoncé ce matin qui valorise la division Areva-NP à 2,7 milliards d'euros. Le groupe Areva en sérieuse difficulté financière touchera lui 2 milliards. La nouvelle division sera présidée par Bernard Fontana, ex-directeur général d'Holcim. Autre chiffre, la participation d'EDF dans cette entité sera comprise entre 51 et 75%. 25% maximum pour Areva et il faudra attendre 1 an pour la mise en œuvre opérationnelle. On rappelle que l'État français est actionnaire très largement majoritaire des deux entreprises. Des grandes manœuvres également dans le domaine de l'armement. Le français Nexter, qui construit notamment le char Leclerc, et l'allemand KMW ont scellé hier leur alliance, qui donne naissance à un géant européen des blindés, a priori compétitif à l'international. Il aura fallu 10 ans tout de même de négociations pour créer une entreprise commune sans fusionner. Les deux groupes ont un chiffre d'affaires cumulé de 2 milliards d'euros. Il me semble que nous venons de poser un acte important, non seulement pour nos deux entreprises, mais aussi pour la défense en Europe. Nous venons de signer une vraie union entre égaux, et ceci en toute lucidité, alors que nos deux entreprises sont toutes deux en bonne santé et qu'elles ne rencontrent aucune urgence en ce sens. Toujours dans l'armement, reste de noter que le Canada vient de choisir la technologie antimissile israélienne Dôme de fer pour équiper son système radar à moyenne portée. Contrat sur 4 ans pour une valeur de 250 millions de dollars. La Grèce traque l'évasion fiscale. Alors qu'on s'interroge sur l'éventualité d'élections anticipées, eh bien Athènes s'apprête à réprimer la fraude, une semaine après avoir imposé des hausses radicales de TVA dans le cadre de l'austérité. Dans le collimateur des autorités, les sites touristiques, poumons économiques, la détermination semble au rendez-vous. Écoutez. Nous allons procéder à des contrôles dans toute la Grèce, toutes les régions touristiques. Nous commencerons par les destinations haut de gamme, les hôtels de luxe, et nous irons jusque dans la plus petite taverne. Il est impossible que nous laissions quoi que ce soit sans être vérifié. Une rencontre au sommet à Pékin. Recep Tayyip Erdogan a entamé hier une visite de 2 jours en Chine. Le président turc a rencontré son homologue Xi Jinping. Objectif, renforcer les relations économiques bilatérales. 23 milliards de dollars de volume d'échange l'an dernier, mais un lourd déficit pour Ankara. 3 accords ont été signés pour stimuler commerce et investissement. Notre coopération économique et commerciale va renforcer nos relations, mais le déficit commercial turc a atteint 2,2 milliards de dollars. Nous devons faire des efforts pour réduire cet écart. Nous croyons que la Chine augmentera ses investissements en Turquie. Un autre déplacement dans la région, celui de David Cameron au Vietnam. Dans la valise du Premier ministre britannique, 780 millions de dollars de prêts pour les infrastructures. Londres veut capitaliser sur un marché prometteur, 90 millions d'individus. Notre commerce bilatéral a doublé en seulement 3 ans, mais il ne représente que 0,5% du commerce extérieur total du Royaume-Uni. Cela démontre un énorme potentiel et nous avons convenu d'aller beaucoup plus loin. On reparle de General Motors. Après le Brésil mardi, le constructeur automobile américain entend consolider sa présence en Inde avec moins de 2% de part de marché dans ce pays. Le numéro 3 mondial a annoncé son intention d'y investir 1 milliard de dollars et faire du pays sa plateforme d'exportation vers les marchés émergents. 10 nouveaux modèles sont prévus dans les 5 ans. Nous faisons un investissement très important, 1 milliard de dollars, et nous créons une usine de fabrication qui sera capable de produire un large éventail de produits. Voilà, et autre info auto, après Peugeot hier, c'est Renault qui a publié de bons résultats avec un quasi-doublement de son bénéfice net à 1,39 milliard d'euros. Et puis des images de la seconde voie du canal de Suez, elle est prête à la navigation, 1 an de travaux et à 1 semaine de l'inauguration, le Caire se félicite, déjà des perspectives. Les revenus devraient passer de 5,3 milliards de dollars cette année à plus de 13 milliards d'ici 8 ans grâce au doublement de la capacité de trafic.
Le canal offre désormais une navigation à tout type de navires, même aux navires géants, qui peuvent aller jusqu'à 66 pieds de profondeur. Nous avons quasiment annulé les arrêts tout au long du canal. Et nous possédons désormais le canal le plus rapide au monde pour la navigation. Allez, un passage par les marchés financiers. Et aux États-Unis, on se demande jusqu'à quand durera le suspense du côté de la Fed. 2 jours de discussion pour le comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine pour au final annoncer le maintien des taux directeurs à 0,25%, plus bas historique en vigueur depuis fin 2008. Bonjour Eric Lewin, qu'attend donc Janet Yellen ? Oui, on peut dire, David, que la montagne a accouché d'une souris, tout simplement parce que la Réserve fédérale américaine n'a strictement rien décidé en termes de timing concernant une future hausse des taux. Il n'y a pas eu d'allusion pour l'instant à cette hausse des taux. Aura-t-elle lieu en septembre ou en décembre? On n'est pas plus avancé. En fait, tout dépendra des conditions du marché du travail, des conditions qui s'améliorent, mais il y aura un chiffre important. Ce sera vendredi prochain. Les chiffres du chômage américain pour le mois de juillet, bien sûr pas ce vendredi-là, mais le premier vendredi du mois d'août. D'ici là, les investisseurs vont encore se laisser guider par la microéconomie, alors que les chiffres sortis des deux côtés de l'Atlantique ne sont pas mauvais. Alors ils ne sont pas excellents, mais ils ne sont pas mauvais et peuvent permettre au marché américain et au marché européen surtout de continuer leur reprise. Donc en conclusion, une réunion de la Réserve fédérale pour rien, on n'est pas plus avancé et les taux sont toujours au plus bas depuis maintenant 8 ans et demi, depuis le 15 décembre 2006 très précisément. Ouais, pas mal de statistiques importantes attendues d'ici septembre pour cette économie américaine. Elles sont sans doute déterminantes. Merci Eric. La sécurité d'Israël a-t-elle un prix? C'est un peu le débat que propose ces dernières semaines la commission Locker. Son rapport rendu public la semaine dernière a clairement semé le trouble. Il préconise des coupes budgétaires à différents niveaux de fonctionnement de l'armée. Alors pourquoi maintenant? Les comptes publics sont pourtant sains, dette, déficit en constant recul. Et en parallèle, Tsahal fait face à une recrudescence des menaces. Bref, le projet soulève de nombreuses interrogations quant à sa pertinence. C'est un dossier de Laura Duhamel. Il a fait l'effet d'une bombe. Rendu public mardi, le rapport Locker sur le budget de l'armée israélienne a provoqué l'ire de nombreux responsables de la défense du pays. Présidée par le major général à la retraite Yohanan Locker, la commission a présenté 53 propositions. Parmi elles, un service militaire plus court et une baisse des pensions. Pour les militaires de carrière, l'âge du départ à la retraite passerait de 50 à 55 ans. Objectif, diminuer les effectifs de l'armée de 11% d'ici 2017 et réduire le budget global alloué aux officiers de 14%. Selon le rapport, 9,6 milliards de shekels, soit 2,5 milliards de dollars, pourraient ainsi être économisés d'ici fin 2020. Des annonces qui ont fait bondir le ministre de la Défense. Le rapport ignore complètement la région et les menaces qui nous entourent. Il n'apporte pas de solution aux besoins sécuritaires de l'État d'Israël et à la sécurité de ses citoyens. S'il est mis en place, Tsahal ne pourra plus assurer la même sécurité qu'à l'heure actuelle. Parce que la sécurité, oui, ça coûte de l'argent. Car c'est bien la peur que suscite le rapport Locker. Alors que les menaces sécuritaires entourant Israël ne faiblissent pas, diminuer les effectifs de Tsahal suscite l'inquiétude. De même, les avantages accordés aux militaires se justifient auprès de l'opinion par l'importance de leur mission. Pourtant, si beaucoup fustigent ce rapport, d'autres voix s'élèvent au contraire en sa faveur. C'est le cas du contrôleur de l'État, Yosef Shapira, et du journaliste Ofer Shelar. La commission Locker prend définitivement la bonne direction. Les chiffres et le calendrier ne sont toujours pas définitifs. Mais il n'y a aucun doute, Tsahal doit diminuer ses effectifs. Il faut aussi réduire le budget de la défense concernant les retraites, les réhabilitations et le nombre de militaires professionnels. Tout cela doit diminuer. Autre suggestion révolutionnaire, un budget militaire fixe annuel de 59 milliards de shekels pour les 5 prochaines années, contre 55 milliards aujourd'hui, soit environ 15,5 milliards de dollars. Le rapport préconise aussi une transparence interministérielle. Le manque de transparence et le manque de confiance nuisent grandement au travail entre les différents ministères. Mais cette transparence ferait fi du caractère confidentiel de certaines parties du budget de la défense. En réaction au rapport Locker, l'armée a proposé son propre projet de réorganisation. Surnommé le plan Gideon, il propose des réformes plus modestes et ne touche pas aux retraites des militaires de carrière. La balle est désormais dans le camp de Netanyahou. C'est à lui de décider la mise en œuvre du rapport Locker. Mais cela signifierait aller à l'encontre de son ministre de la Défense et de Tsahal.
Quoi qu'il en soit, comme souvent dans la politique israélienne, avec une très faible majorité à la Knesset, c'est plutôt une décision de compromis qui se profile. Ouais, beaucoup de remous en tout cas autour de ce rapport commandé l'an dernier par le Premier ministre. On a le plaisir d'accueillir l'économiste et historien Simon Epstein. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi écrivain, vous avez travaillé au ministère israélien des Finances. D'abord pour vous, le but de ce rapport, est-ce qu'il s'inscrit dans le cadre global de restrictions budgétaires ou bien tout simplement ça vise à optimiser le fonctionnement de l'armée, y compris sur le plan financier? Écoutez, ça va au-delà parce qu'il y a véritablement dans l'armée israélienne une hypertrophie de la masse salariale, et qui pèse donc sur toutes les autres défenses qui disposent de moins de ressources, le matériel, l'entraînement, etc. Donc il faut absolument agir sur la question de la masse salariale. Et le deuxième problème, c'est la composition de cette masse salariale. N'oublions pas qu'une armée de métier, les 40 000 hommes, ou les 40 000 personnes de l'armée de métier sont composées pour 10 ou 15% de combattants, ou de spécialistes dont on a absolument besoin, et d'une énorme masse de fonctions qui sont des fonctions ordinaires. Des cuisiniers, des psychologues, des administrateurs, des garagistes, des mécaniciens. Vous pensez qu'on met le doigt là où il faut, sur le social, les aspects sociaux de l'armée, plus que sur l'armement, finalement? Oui, absolument. Pour dégager de l'argent pour l'armement et pour le renouvellement de l'armement, il faut tout simplement réduire les dépenses salariales, non pas des combattants, non pas des 15 ou 20% des combattants et des officiers dont on a absolument besoin et dont on veut les meilleurs de la société israélienne, mais de toute une série de fonctions qui ne sont pas fondamentales et pour lesquelles il n'existe aucune justification de permettre une retraite à l'âge de 40 ou 45 ans. Alors justement pour ça, ce rapport est quand même une menace sécuritaire. On va écarter un petit peu, si vous voulez bien, les considérations purement stratégiques. Sur un plan économique, on va citer les chiffres. La dette, 67% du PIB, à comparer avec la France, 100%. Le déficit, seulement 2,5% du PIB. Malgré le conflit à Gaza, c'est exceptionnel pour un pays de l'OCDE. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une nécessité de faire des coupes budgétaires, que ce soit à l'armée ou ailleurs d'ailleurs? Il y a un problème fondamental dans le budget. C'est que les bons résultats que vous mentionnez ont été obtenus par une réduction dramatique et excessive de tous les budgets sociaux. Justement, c'est la politique de dire stop, non? Le moment d'arrêter ces coupes. Oui, mais c'est pas lié à ce qu'on dit sur l'armée, si vous voulez. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'abord, il n'y a aucune raison de ne pas faire une nouvelle tranche d'impôt visant les classes supérieures et les classes aisées. Netanyahou, qui, pour des raisons idéologiques, les a protégés et les protège encore. Mais donc, de nouveaux impôts qui permettraient de faire dans le budget israélien une relance du budget de la santé, une relance du budget de l'éducation et des budgets sociaux. Voyez-vous. Mais c'est pas lié au problème de l'armée. L'armée doit se réformer parce qu'elle a trop de graisse et pas assez de muscles. Or, une armée, pour faire la guerre et pour gagner la guerre, a besoin de muscles. Vous pensez que ça peut profiter au fonctionnement, finalement? Absolument. L'intention de Locker, et c'est pour ça que je m'étonne de la virulence de la réaction de l'armée, l'intention de Locker est de dégager des ressources d'une masse salariale qui, pour partie, n'est pas une masse combattante, vers des nécessités combattantes. Le montant 10 milliards de shekels, 2,5 milliards de dollars à peu près sur 5 ans, ça paraît pas énorme quand même. C'est quand même... c'est significatif parce que c'est à la marge, si vous voulez. C'est ce qui va pouvoir s'ajouter. C'est ce qui va... Vous avez des dépenses sur lesquelles vous n'avez aucune influence. Mais la bataille est sur ce qu'on va pouvoir ajouter. Alors en deux mots aussi sur la question plus globale du budget en Israël, c'est une situation délicate. On cesse de reporter le vote du budget 2015-2007. Est-ce que le budget c'est devenu le dossier qui peut faire vaciller toute coalition aujourd'hui? Oui, absolument, parce qu'il y a des demandes absolument contradictoires en ce qui concerne certaines dépenses. Vous avez des secteurs entiers qui attendent du budget ce qu'on leur a promis pour monter la coalition gouvernementale. Le gouvernement est fragile, un gouvernement de 61 députés est fragile, absolument. Merci beaucoup Simon Epstein pour tous ces commentaires. Merci d'avoir accepté notre invitation. On passe tout de suite au Media Watch. Et à la une de la revue de presse Écho, les destins croisés de Twitter et Facebook en bourse. Bonjour Jeanne Citruc. Bonjour David. Plongeons pour l'oiseau et des bons chiffres pour le numéro 1 mondial des réseaux sociaux. Oui, malgré un léger recul de ses profits pour cause d'investissement, entre avril et juin 2015, Facebook a vu augmenter son chiffre d'affaires de 39% pour atteindre plus de 4 milliards de dollars. Le réseau social affiche également une hausse de son nombre d'utilisateurs. Ils sont désormais près d'1,5 milliard. Un succès grâce au mobile qui reste le moteur de sa croissance
croissance. Sa part dans les recettes publicitaires a augmenté, elle continue d'augmenter, elle est passée de 73 à 76%, mais finalement c'est pas si surprenant que ça lorsqu'on sait que 65% des usagers ouvrent l'application au moins une fois par jour, et pire, aux États-Unis, sur 5 minutes passées sur un smartphone, environ 1 minute est consacrée à Facebook. C'est juste énorme. Et puis on parle du vol de données personnelles et surtout de leur prix de revente, hein, c'est ce qui m'intéresse. Oui, que ce soit pour l'argent, le chantage ou l'usurpation d'identité, ces dernières années, des dizaines de millions de données privées ont été subtilisées. Et une fois que le hacker met la main dessus, eh bien son objectif est de les revendre sur le marché noir d'Internet. Ça s'appelle le dark web. Les échanges se font via une monnaie électronique, le bitcoin. Mais les prix sont convertis en dollars et ils vont d'un petit peu moins d'$1 à plus de 450. Le montant dépend en fait de plusieurs choses, comme par exemple si la personne est encore en vie ou non, si les données sont détaillées ou pas, et surtout si elles contiennent des informations bancaires qui sont toujours valides pour pouvoir donc permettre aux pirates de piocher dans les comptes de sa victime. Ouais, forcément, tout un système, c'est impressionnant. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie le Mag revient très vite sur i24 News et la suite de vos programmes et de l'info, c'est dans un instant. Restez avec nous.